attention. Alors Jean-Luc, à toi la parole pour nous parler des dysplasies pulmonaires, avec leur évolution dans le temps aussi. Merci à la SPOI pour cette invitation. Merci au professeur Mike et Fan qui ont déjà bien défriché le sujet. Merci aux sénolytiques qui vont nous permettre de vivre plus de 100 ans. Donc, Mike m'a confié 30 minutes sur la dysplasie bronchopulmonaire. Je pense que ça complète bien ce qui a été dit précédemment. Je vais rester relativement classique dans mes définitions. Alors, la bronchodysplasie, en anglais, c'est plutôt chronic lung disease of primarily premature infants, je traduis. C'est une infection pulmonaire chronique qui va, comme je vais vous le montrer, toucher presque exclusivement des grands prématurés, et je définirai la prématurité tout à l'heure. Cette bronchodysplasie ou dysplasie bronchopulmonaire va être la résultante au niveau physiopathologique d'un déséquilibre entre une agression pulmonaire et des phénomènes de réparation, pas toujours adéquats, et Mike l'a très bien montré, sur un poumon totalement immature. La deuxième définition importante, je vais y revenir plusieurs fois, je vais vous redéfinir la prématurité. Donc, en définition, naître prématurément, c'est naître avant le terme de 37 semaines d'aménorrhée. En pratique, et je vais en reparler, je vais beaucoup parler de chiffres et d'incidence et de prévalence, la dysplasie bronchopulmonaire, c'est actuellement la première complication de la prématurité extrême ou très grande prématurité. Alors, c'est une infection qu'on connaît depuis 1967, mais j'y reviendrai également plusieurs fois. Les caractéristiques en fait physiopathologiques, cliniques, et l'évolution aujourd'hui a radicalement changé ces 20 dernières années. Alors, si tout le monde voit bien, la première description, c'est 1967 par Northway. C'était une époque effectivement où, juste pour vous donner une idée, on réanimait des prématurés légers, selon les concepts d'aujourd'hui, 34 semaines, et la bronchodysplasie décrite par Northway était une maladie respiratoire sévère, dont on mourait dans plus de 50% des cas, et dont la définition, si vous voulez, était essentiellement radiologique et anatomopathologique. Elle consistait, mais là je vais vous montrer 2-3 diapositives également, entre une fibrose pulmonaire extrême, difficile à traiter, et pour les plus anciens d'entre nous, c'était des enfants qui, lorsqu'ils survivaient, avaient des pathologies respiratoires chroniques sévères et étaient le plus souvent trachéotomisés. La partie droite de la diapositive, c'est pour vous illustrer la difficulté de définir très précisément la bronchodysplasie. Alors, la grande étape, à mon sens, c'est 2018, puisque le consensus de néonatologie et de pathologie respiratoire nord-américain s'est posé pour établir des critères plus stricts de diagnostic de la dysplasie bronchopulmonaire. Alors, pour vous résumer, ça va concerner des enfants, des prématurés, nés avant 32 semaines d'aménorrhée, donc grosso modo 7 mois de gestation, mais selon des critères qui vont être établis à terme. Ça veut dire proche du terme, proche de la date normale et physiologique de l'accouchement. Et ces critères sont relativement précis et vont être basés sur 2 indicateurs, les besoins en oxygène autour du terme et les besoins en ventilation assistée proche du terme. Ventilation assistée, qu'elle soit non invasive, c'est quand même la règle générale aujourd'hui, ou alors invasive. Je vous ai dit que la proportion des enfants bronchodysplasiques dans la nouvelle définition, il y a moins de sévérité, il y a donc moins d'enfants trachéotomisés et moins de sévérité. Alors, il y a eu un autre pas en 2019, et ça a son importance parce que les définitions sont relativement vagues, et pour permettre des études prospectives sur le long terme et mettre en place des consensus thérapeutiques et des études
randomisé, contrôlé. Il fallait simplifier ça et harmoniser. Je pense qu'en 2019, sous l'impulsion de Jensen, qui a voulu simplifier cette définition, on va pouvoir obtenir, donc depuis très peu de temps, un meilleur consensus sur les définitions de la dysplasie bronchopulmonaire évoquées au terme. Alors, ce que fait Jensen, il laisse tomber complètement l'oxygène et il garde uniquement les valeurs de pression et la ventilation non invasive utilisée au moment de l'évaluation à terme. Juste un exemple, un enfant qui va naître à 25 semaines d'aménorrhée, il va être évalué en fait stricto sensu sur le diagnostic de dysplasie bronchopulmonaire quelques semaines après, autour de 37-41 semaines, ce qui est le terme. 2-3 diapositives sur l'épidémiologie de la prématurité. Donc, la prématurité, c'est toute naissance avant 37 semaines, mais on va s'intéresser ici à l'extrême prématuré. Alors, en guise de présentation initiale, je voulais rappeler la définition OMS de la viabilité qui est en train de changer actuellement. Un fœtus était considéré comme viable jusqu'à ce jour par l'Organisation mondiale de la santé à partir de 22 semaines. Mais Mike nous l'a bien rappelé, dans certains pays, on a le goût du risque et bien sûr, on a pu réanimer des enfants nés à 20 semaines d'aménorrhée. Et là, je ne vous cache pas que les complications sont majeures. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, à partir de 22 semaines, toutes les équipes dans les pays dits équipés font de la réanimation au quotidien de ces grands prématurés. Donc, on va s'intéresser un tout petit peu à ces critères. La première notion, avant de parler plus précisément de pathologie respiratoire, c'est la survie. Vous voyez sur cette diapo qu'avant 23 semaines, la survie est de 10%. Et à 28 semaines, ce qui était un petit peu pour nous pédiatres la limite du risque de bronchodysplasie, la survie globale est intéressante puisqu'elle est de plus de 90%. Alors, deuxième diapo, regardez un petit peu l'évolution des compétences de la prise en charge de ces grands prématurés. Le graphique de gauche, ne soyez pas surpris, les Américains souvent, enfin nous on a l'habitude de parler en semaine d'aménorrhée et les Américains souvent aiment bien parler en limite de poids. La survie, elle a quasiment doublé ces 10 dernières années. Vous voyez sur le graphique de gauche, il y a encore une dizaine d'années pour les nouveau-nés nés entre 500 et 600 grammes, ce qui n'est pas très très lourd. Aujourd'hui, la survie approche 20%, alors qu'elle n'était que 2 à 3% il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, au-dessus de 700 grammes, la survie est très largement au-delà de 60%. Ce qui est intéressant également, c'est que on ne repousse pas simplement, si vous voulez, les limites de la viabilité, mais on améliore également la survie. Donc, ça reste une discussion un petit peu éthique. Je me souviens des discussions qu'on pouvait avoir entre pédiatres sur les limites éthiques de la réanimation. Aujourd'hui, on s'intéresse au problème. Certes, on réanime de plus en plus d'enfants grands prématurés, mais on fait aussi parallèlement des progrès avec des survies qui commencent à être intéressantes. Et après 28 semaines, la grande majorité des prématurés ont une survie sans parler des comorbidités. Alors, les comorbidités, tout de suite, la dysplasie bronchopulmonaire, je vous l'ai dit en guise d'introduction, c'est la première complication de la prématurité extrême, puisqu'elle va concerner, grosso modo, 40% des prématurés de moins de 28 semaines. Donc, même si vous avez entendu ça et là que la natalité baisse dans le monde entier. C'est un phénomène qui a même touché la France depuis une dizaine d'années. On fait moins d'enfants, malgré le confinement Covid qui nous a donné une petite lueur d'espoir sur l'augmentation de la natalité. Non, elle est confirmée, c'est-à-dire que la population vieillit, il y a moins de naissances. Donc, globalement, on va s'intéresser de plus en plus à ce que nous a rappelé le professeur Fan, c'est-à-dire à ces naissances. Mais on a de plus en plus quand même de prématurés parce qu'on en sauve et on en amène à terme de plus en plus.
Les complications, je vous l'ai dit, 40% de dysplasie bronchopulmonaire, ça peut paraître très important, on verra ensuite l'évolution dans le temps. À titre d'exemple, les complications qu'on redoute le plus, ce sont les complications neurosensorielles. Sur exactement les mêmes cohortes, exactement les mêmes termes, on est aujourd'hui à moins de 10% de complications neurosensorielles sévères, même si la cécité, qui est une complication classique de la grande prématurité, reste relativement significative avec, selon les études, 7 à 15% de malvoyants. Donc, l'incidence augmente, nos moyens augmentent, et on a de plus en plus en fait de bronchodysplasie. Alors, je ne veux pas empiéter trop sur ce qu'a dit Mike Fayon, simplement un rappel. Quand on considère que les bronchodysplasiques sont d'anciens grands prématurés, nés donc entre 22 semaines et 28 semaines, Mike a très bien rappelé qu'à ce stade-là, il n'y a que très peu de production de surfactants, qui arrive un petit peu plus tard, qui est certes modeste dans cette gamme d'âge gestationnel, mais qui ne va pas encore être très fonctionnel. Mais il y a une immaturité totale, puisque ce qui nous concerne, ce sont des nouveau-nés qui ont un développement pulmonaire qui est fin stade canaliculaire et début du stade saculaire. Il est donc quand même facile à comprendre que toute agression sur ce poumon immature va pouvoir avoir des complications immédiates et des complications à long terme. Juste, et je n'y reviendrai pas, ce qu'on sait très bien faire aujourd'hui, c'est, Mike l'a dit aussi, c'est administrer du surfactant artificiel assez prématurissime, et effectivement, ceci est tout à fait au point, malgré l'absence de production de surfactant. Dernière petite chose, mais Mike l'a dit également, depuis une dizaine d'années, on insiste beaucoup sur la croissance vasculaire associée à la croissance alvéolaire. Et effectivement, le discours a relativement changé sur la bronchodysplasie ces 10 dernières années parce que on a un petit peu plus d'efforts et un peu plus de concern sur effectivement les anomalies vasculaires associées. Alors, la physiopathologie, c'est donc un subtil mélange entre des agressions sur un tissu immature et une réparation qui n'est pas toujours adéquate. Le résultat, c'est donc globalement une diminution du processus d'alvéolisation, de maturation alvéolaire, une perturbation de la croissance vasculaire et comme résultante des altérations au niveau des fonctions respiratoires telles qu'on va pouvoir les mesurer dans la petite enfance et jusqu'à l'âge adulte. Alors les facteurs, c'est toujours en fait, comme pour d'autres maladies chroniques, on évoque surtout le rôle de l'inflammation et le rôle du stress oxydatif. Mais ça, vous l'avez tous les deux dit, je ne reviendrai pas là-dessus. Et d'autres facteurs qui soient génétiques ou qui soient environnementaux. Un des facteurs, alors les facteurs génétiques, quelques exemples, effectivement, il y a une surexpression de garçons dans la bronchodysplasie, donc il y a certainement effectivement un effet du genre. Il y a certainement, selon certaines populations, une maturité pulmonaire qui est plus importante dans certains groupes de population par rapport à d'autres. Les facteurs infectieux, là je ne dirais qu'une chose, il n'y a qu'un germe qui soit classiquement associé lorsqu'il est transmis de la mère à l'enfant à un risque accru de dysplasie bronchopulmonaire, c'est l'infection à uréaplasma. Je ne reviendrai pas. Et parmi les facteurs prénatals ou prénataux, il y a effectivement les conditions maternelles et deux choses sur lesquelles je vais particulièrement insister. La malnutrition, Mike l'a très bien dit, une malnutrition, un retard de croissance intra-utérin va être un facteur de risque isolé de survenue ultérieure d'une bronchodysplasie. Et l'autre chose, mais ça on le retrouve dans toute la pathologie respiratoire chronique, c'est le tabagisme, qui soit maternel, qui soit passif en postnatal.
les considérations anatomopathologiques. Rappelez-vous, depuis la définition de Northway en 1967, il s'est passé un peu plus de 50 ans. On a donc un visage différent entre deux pathologies qui ont le même nom, mais qui ont 50 ans d'écart. Et entre-temps, il y a eu des améliorations au niveau des prises en charge. Alors, ce qu'on décrivait en 67, c'était simplement une fibrose extensive, gravissime. Et ce qu'on décrit, l'image de droite aujourd'hui, c'est surtout des anomalies de simplification alvéolaire et d'atteinte vasculaire, les deux étant intimement associés. Donc il y a quand même une différence, non seulement dans les définitions, mais aussi dans les constatations anatomopathologiques. Alors, à l'époque de Northway en 1967, on faisait beaucoup plus d'études anatomopathologiques parce qu'il y avait beaucoup plus d'enfants qui décédaient en postnatal. Et aujourd'hui, la survie étant bien heureusement améliorée, on n'a plus besoin de faire autant d'examens anatomopathologiques. Physiopathologie rapide. Alors, l'incidence, la mortalité, je vous ai défini plusieurs stades. Je vais me consacrer un petit peu plus au stade sévère, c'est-à-dire la classification de 2019, 2018, 2019. Globalement, ces formes sévères définies par, à terme, l'utilisation de pression positive pour assurer une hématose et ou de l'oxygène avec des FiO2 supérieurs à 30%, cette incidence reste relativement élevée puisque c'est 30% des moins de 28 semaines qui vont être concernés, avec une mortalité post-terme, donc généralement à la sortie de l'unité de soins intensifs de néonatologie, ce sont des mortalités qui ne sont pas négligeables puisque elles avoisinent 5% par an sur les 2 premières années, avec des facteurs, si vous voulez, qui vont aggraver, qu'on verra secondairement. Je reviens un petit peu en arrière. Dans la prise en charge thérapeutique, les 7 premiers jours comptent et il y a des études, même si ce n'est plus dans la définition de la bronchodysplasie, mais ça a été publié très récemment en 2019. 7 jours après la vie du prématuré, si la FiO2 n'est pas inférieure à 30%, le risque de dysplasie bronchopulmonaire est supérieur à 50%. S'il est proche de 40%, c'est 2 tiers des enfants qui ne sont pas sevrés de la ventilation de l'oxygène à 7 jours de vie après leur naissance prématurée vont avoir un risque important de dysplasie bronchopulmonaire. Pour synthétiser un petit peu tout ça, comment peut-on décrire l'atteinte pulmonaire dans la dysplasie bronchopulmonaire? Alors, ça fait un petit peu liste, mais ça reste vrai. Donc, toutes les voies aériennes, des voies aériennes, dites proximales ou centrales, jusqu'à l'alvéole, vont être concernées par la dysplasie bronchopulmonaire. Au niveau central, et ça c'est dans le quotidien de nos bronchodysplasiques un phénomène important, c'est la trachéomalacie. Mike en a parlé. Au niveau des petites voies aériennes, c'est un petit peu la conséquence de l'inflammation, du stress oxydatif et des défauts de réparation. C'est du remodeling avec de l'hyperplasie muqueuse, avec de l'atteinte épithéliale, avec une hypertrophie des muscles lisses bronchiques et, in fine, tel que mesuré après, j'y reviendrai, une hyperréactivité. En périphérie, il y a 2 choses qui sont essentielles. La diminution de l'alvéolisation, mais là encore, je vais être plus rassurant parce qu'on sait maintenant depuis une dizaine d'années qu'effectivement, la croissance alvéolaire ne s'arrête pas à 2 ans et peut continuer jusqu'à l'adolescente, voire se poursuivre chez l'adulte jeune. Il y a donc un potentiel en fait de guérison chez l'enfant qui est beaucoup plus optimiste aujourd'hui que ce qu'on rappelait il y a encore 10 ans. Une chose très importante dans l'atteinte pulmonaire, c'est l'atteinte microvasculaire, et on verra 2-3 diapos sur la prévalence de l'hypertension artérielle pulmonaire qui complique la prise en charge quotidienne de ces enfants. Sur l'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire, dans certaines études relativement récentes sur des bronchodysplasies sévères, je vous résume un peu, l'hypertension artérielle pulmonaire telle que mesurée à terme, elle est à peu près de 25 à 40%
sur les bronchodysplasies sévères. Alors c'est important parce que la mortalité d'un enfant bronchodysplasique qui a une hypertension artérielle pulmonaire, elle est de 50% à 2 ans. Donc je suis pas si certain que on tenait autant compte il y a 10 ans de cet aspect vasculaire, mais maintenant c'est effectivement un challenge que nous avons lors de l'évaluation respiratoire et avec un focus plus important des cardiologues sur l'HTAP chez ces enfants. Alors pourquoi est-il important effectivement de suivre cet HTAP associé à la bronchodysplasie? Parce que effectivement on peut avoir des prévalences de 50% d'HTAP dans la bronchodysplasie sévère, parce que je l'ai dit, la mortalité c'est 48% 2 ans après le diagnostic, donc 2 ans après le terme. Comment explorer? Le golden standard est pas facile à faire au quotidien, c'est le cathétérisme cardiaque avec mesure des pressions. Donc on utilise de manière tout à fait standardisée l'échographie, le Doppler, en mesurant les vélocités, enfin les flux, et en particulier l'insuffisance tricuspide qui nous donne un reflet indirect de l'HTAP néonatal. Le dernier critère qui est assez convenable, c'est l'inversion de la courbure septale entre ventricule et ventricule droit, ou alors une certaine rigidité de ce septum interventriculaire qui authentifie par des mesures simples à réaliser et reproductives, à savoir l'échographie, qui permettent un meilleur suivi et donc une meilleure prise en charge et un meilleur traitement de l'HTAP. Je ne m'étendrai pas plus, mais l'HTAP est prise en compte pendant la période en soins intensifs de néonatologie, et le candidat qui est le plus efficace actuellement, c'est le NO, le monoxyde d'azote, même à des très faibles doses, et le sildenafil que vous pratiquez un tout petit peu plus chez l'adulte, mais pour lequel on a du recul chez l'enfant, même chez l'enfant prématuré. Donc, il y a donc une reconnaissance plus importante aujourd'hui de l'HTAP, du risque de l'HTAP, mais on a aussi des solutions thérapeutiques pendant la phase de réanimation intensive et pendant la phase, effectivement, de postnatale et de retour à domicile chez ces enfants qui ont des formes sévères de bronchodysplasie associées à une HTAP. Il faut bien faire un peu d'imagerie. Vous avez vu que dans les définitions, on se passe pratiquement de l'imagerie. Il est clair qu'aujourd'hui, un prématuré né à 22 semaines va avoir une irradiation conséquente. Et même si je vous montre ici des coupes de scanners, ce n'est que pour illustrer effectivement le potentiel, si vous voulez, de guérison. Là, sur ces 3 scans publiés, mais qui sont relativement classiques, et qui concernent des enfants jeunes, donc pas des descriptions de 1967, on a de gauche à droite une illustration parfaite de la sévérité des lésions quand on fait un scan à 6 mois et du potentiel de guérison quand on refait un scan à 23 mois. Ça ne veut pas dire que ces enfants sont guéris, mais qu'il y a là aujourd'hui un potentiel d'amélioration, même objectivable par l'image. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des scans? Non, mais là aussi, il y a certainement maintenant l'IRM, l'IRM fonctionnel qui peut aider à surveiller effectivement la croissance pulmonaire de ces enfants. On en vient à la transition enfant-adulte. Qu'est-ce qu'on peut dire en période postnatale? Je vous ai défini la bronchodysplasie à terme. Ces enfants vont finir par quitter l'hôpital et ils vont grandir. Alors, qu'est-ce qui se passe les 2 premières années? Je ne voulais pas trop insister, mais on sait que 50% des anciens grands prémas vont être réhospitalisés au cours des 2 premières années, notamment en raison d'infections virales et d'une fragilité par rapport aux infections virales saisonnières. Et à ce titre, on a une prophylaxie par palivizumab vis-à-vis du VRS. Voilà, donc ça c'est un fait authentifié, ça intervient probablement dans la genèse des séquelles qui peuvent être présentes à l'âge adulte, mais ça n'explique pas tout. Alors, chez les bronchodysplasiques sévères, ceux-là ont un risque de
préhospitalisation de 100% les 2 premières années, puisque même s'ils sont protégés vis-à-vis du VRS, ils vont avoir une vie relativement difficile au quotidien et ventilés ou non, ce sont des enfants qui vont siffler à répétition, bien que ce ne soit pas de purs asthmatiques. Alors, que dit la littérature? Northway lui-même, qui a été le premier à décrire la bronchodysplasie, a publié en 90 des études, 4 témoins qui sont assez informatives, hein, même si ce sont sur des petits effectifs. Dans les colonnes de gauche, globalement, 75% des bronchodysplasiques publiés de cette génération-là, lorsqu'ils survivent, vont avoir des complications respiratoires qui vont être fixées et qui vont persister jusqu'à l'âge adulte. 75%, avec 25% d'entre eux qui vont avoir une obstruction fixée et qui vont la garder un peu plus longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Alors, on s'est beaucoup intéressé, il y a beaucoup de publications sur le devenir respiratoire des grands prématurés. Alors là, bon, ça c'est relativement classique, je suis désolé de la qualité de ce graphe. Retenez simplement, et vous le voyez à gauche, c'est jusqu'à 18 ans, à droite, mais ça, Mike et Fan en ont bien parlé. On a l'âge d'or de la fonction du VEMS entre 18 et 25 ans. Donc, on voit en pédiatrie qu'effectivement, jusqu'à 18 ans, ça augmente. Et puis après, à partir de 25 ans, on a une sénescence programmée et on chute. Alors, qu'est-ce qui se passe globalement chez les anciens grands prématurés? Que ce soit avec ou sans bronchodysplasie, on perd à peu près une déviation standard en termes de débit respiratoire. Ça, c'est parfaitement montré. Alors, il y a une étude récente qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui est un petit peu moins problématique sur le plan méthodologique, qui a suivi des enfants de 0 à 20 ans, dans mon souvenir, et qui ne montre pas de différence significative, quels que soient les antécédents. C'est-à-dire entre un groupe contrôle, qui sert donc par définition de contrôle, des bronchodysplasiques et des anciens prématurés, cette étude n'a pas montré de différence significative de fonction respiratoire, mais ils se sont limités un tout petit peu à des choses classiques, VEMS, CVF. Voilà, alors ça vient un petit peu à rebours de ce que j'ai raconté. Voilà, je préférais par honnêteté le citer. Donc il y a une étude qui montre pas de grande différence, mais globalement, si on regarde un tout petit peu les sous-groupes, alors un statisticien me dira que si il n'y a pas de différence significative, on n'a pas le droit de tricher et parler de sous-groupes. Je l'ai fait quand même, les auteurs eux-mêmes l'ont fait quand même, et on montre effectivement, si vous voulez, plutôt sur les graphiques du bas et plutôt sur les lignes rouges qui correspondent aux bronchodysplasies sévères, qu'il y a globalement entre l'adolescence et l'âge adulte à peu près 10% de pertes à la fois sur le VEMS et sur le TIFNO. Donc, pour synthétiser un tout petit peu, c'est à 17 puis 25 ans, on a une majoration importante chez nos bronchodysplasiques des symptômes de sifflement. Hein, ça, c'est généralement les enquêtes anonymes de fonction respiratoire. Et on a souvent des difficultés, si vous voulez, à traiter ces enfants qui sont des siffleurs chroniques, mais qui ne sont pas des asthmatiques. Hein. La physiopathologie n'est absolument pas la même. Mais effectivement, on peut montrer, selon les études, que ce sont des enfants qui vont garder, pour les plus sévères, des anomalies fonctionnelles respiratoires, surtout sur le PEMS, parfois sur le TIFNO, mais là, je vous ai pas montré la diapo, mais ça rejoint un tout petit peu ce que j'ai dit sur l'HTAP. Il y a une publication récente qui montre qu'il y a une véritable maladie de l'échangeur. Ça nous intéresse d'autant plus qu'il y a peut-être des traitements supplémentaires à donner à ces ados ou à ces jeunes adultes. Et il y a une étude récente qui montre que la DLCO
est perturbé chez les anciens grands bronchodysplasiques avec des baisses là vérifiées et significatives par rapport à des cohortes témoins. Donc il y a une véritable atteinte fonctionnelle respiratoire, mais il y a aussi une véritable atteinte de l'échangeur, donc de troubles de l'hématose secondaire. Voilà. Moi, je vous invite, si vous étudiez ces jeunes adultes et s'ils ont un passé de grande prématurité, à étudier aussi la tolérance à l'effort. Et ça, peu d'études anciennes ont essayé de regarder ça. On peut avoir des paramètres fonctionnels respiratoires de repos, vous savez tous, strictement normaux, et avoir des désaturations à l'effort. Et je pense que l'avenir de l'exploration de ces jeunes adultes, voire de ces vieux adultes, ça va être effectivement compléter et les explorer un petit peu. Alors, la grande question, j'ai sorti un article, est-ce qu'il y a un lien entre finalement la dysplasie bronchopulmonaire et la BPCO? Oui, il y a lieu de penser qu'il y a un lien. La dysplasie bronchopulmonaire, c'est la BPCO du pédiatre. Il y a beaucoup de points communs. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, il y a un niveau de preuve, on est tout à fait prêt à établir un lien, mais le niveau de preuve est encore difficile à établir. Alors, il y a 2-3 exemples que j'ai pris de cet unique article, mais il y en a d'autres. Barker, d'abord, publié à une dizaine d'années sur des cohortes d'anciens nés entre 1911 et 1930, uniquement sans anamnèse respiratoire, mais sur un point de naissance faible, et ça c'était documenté au début du siècle, que effectivement ces adultes nés entre 1911 et 1930 avaient une moins bonne fonction respiratoire à un certain âge, c'était au-delà de 65 ans, et ils avaient une prévalence de la BPCO bien plus importante, et en particulier une mortalité plus importante. Donc ça, c'était déjà décrit depuis un moment, qu'il y a un possible lien entre le faible poids de naissance dans cette étude, mais aussi la prématurité et le risque effectivement ultérieur de développer une BPC. Alors, est-ce qu'il y a des liens génétiques? Alors bon, voilà, Fan parlait de télomères, effectivement, ça a été étudié, hein, puisque on va très bien rappeler les télomères, ça, la taille des télomères, ça, c'est un indicateur du vieillissement cellulaire. Alors, est-ce que nos bronchodysplasiques seraient effectivement auraient une maturation différenciée, auraient une accélération du vieillissement cellulaire, ce qui les rendrait bronchodysplasiques? Non, il n'y a pas d'évidence à ce moment-là. Il y a quelques études, mais vous êtes plus expert que moi en BPCO, qui montrent que quand on s'intéresse au phénotype d'alpha-antitrypsine, on retrouve effectivement des atteintes du gène SERPINA1 dans 1 à 3% des BPCO, mais on n'a pas, toutes ces études ont été faites chez les bronchodysplasiques, on n'a pas à ce jour de lien génétique, c'est-à-dire de susceptibilité génétique qui pourrait tout au long de la vie expliquer qu'un enfant soit plus sensible à certains facteurs lorsqu'il est prématuré ou plus sensible à certains facteurs quand il atteint 50 ans. Les facteurs épigénétiques, là non plus, c'est pas tout à fait clair. Le tabac, le retard de croissance et l'infection par uréaplasma, ça, c'est effectivement le lien, probablement. Alors, j'ai mis uréaplasma dans cette section-là. Il y a très peu de documentation, donc on va retenir comme lien possible entre la DBP et la BPCO, au moins l'influence du tabagisme maternel, postnatal, et le retard de croissance et la malnutrition. Ensuite, par les facteurs qui peuvent être tout à fait communs, qui sont des pistes de réflexion, c'est effectivement ce qui se passe entre 0 et 2 ans, et ça a très bien été montré que l'agression postnatale sur un poumon immature va contribuer effectivement à pérenniser des atteintes même infracliniques qui pourront faire plus tard le lead de la BPC. Et juste pour finir sur le statut nutritionnel, on sait aujourd'hui, en particulier chez l'animal, que la malnutrition impacte la croissance alvéolaire. Sans entrer dans des détails de réanimation pédiatrique, comment on peut faire, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, quelles sont les pistes de réflexion
pour diminuer l'agression pulmonaire chez ces enfants prématurés et ainsi diminuer finalement l'incidence de la dysplasie bronchopulmonaire. Alors, il y a plusieurs choses, j'y reviendrai pas, je vais juste les citer. Il y a la caféine, qui est classiquement utilisée finalement comme analeptique respiratoire, mais qui montre dans certaines études qui sont très bien contrôlées que effectivement ça accélère le sevrage des ventilateurs. Il y a les nouveaux modes de ventilation qui sont moins agressifs, l'HFO, la jet ventilation, je reviens pas là-dessus. Il y a aussi cette théorie selon laquelle il faut être beaucoup moins agressif sur le poumon du prématuré. Donc, c'est effectivement toutes les améliorations concernant l'administration rationnelle du surfactant. Il y a plusieurs études très intéressantes en cours en Europe ou aux États-Unis sur des techniques d'administration un peu douces du surfactant. Donc, ça s'appelle LISA, c'est joli. La vitamine A, on sait effectivement, il n'y a pas de preuve directe, mais on le fait régulièrement. Et après, pour limiter le stress oxydatif, on a maintenant, depuis une dizaine d'années, un consensus international sur les cibles de saturation oxygène. On privilégie, pour limiter le stress oxydatif, de garder la saturation de nos grands prématurés à 91-95%, tout en les séchant un peu sur le plan de l'hydratation. Alors après, je vous ai largement parlé de la thérapie, de l'inflammation dans la genèse de la dysplasie bronchopulmonaire. Il est donc évident, et on le sait depuis longtemps, que les corticostéroïdes donnés à un certain moment et à bon escient pouvaient diminuer effectivement le risque de survenue de bronchodysplasie. Alors on peut les donner de différentes façons. Depuis plus de 30 ans aujourd'hui, on le donne en anténatal, chez une mère avec un risque d'accouchement prématuré. Il y a un protocole qui est bien établi, qui est bien suivi de corticothérapie anténatale avant l'accouchement prématuré et ça diminue le risque de maladie des membranes hyalines par déficit en surfactant et c'est bien prouvé. Alors, en postnatal, tous les efforts vont être faits pour limiter l'agressivité de la ventilation. Là aussi, les corticostéroïdes vont pouvoir sevrer les enfants plus rapidement de la ventilation assistée. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a des effets positifs, mais il y a aussi des effets secondaires, en particulier avec certains corticoïdes, mais j'y reviendrai. Et en particulier, c'est le risque neurologique. Je vous ai dit que maintenant, le risque neurologique, c'est 6 à 10% des grands prématurés. Et on a reproché souvent aux corticoïdes par voie générale un risque supplémentaire, en particulier d'hémorragie intraventriculaire. C'est pas toujours très clair, mais on craint un petit peu l'utilisation de corticoïdes systémiques à forte dose, même si l'efficacité pour le sevrage de la ventilation, donc la prévention de la bronchodysplasie, est prouvée. Donc, dexaméthasone, mais c'est short courses, je rentre pas dans les détails. Hydrocortisone, parce que c'est plus doux, mais il n'y a pas de RCT vraiment bien faite. Et ensuite, ça nous fait plaisir à tous, les essais de budesonide inhalée. Alors, je vous passe les détails de l'administration d'une inhalation à travers un circuit de ventilation. Ça, c'est un autre problème. Mais il y a aussi des études qui sont en cours sur notamment l'utilisation du budesonide en inhalation chez le grand prématuré, même ventilé, et certaines études vont s'attacher au couple budesonide surfactant pour essayer de changer quelque chose dans cette phase de soins intensifs où on peut effectivement, nous pédiatres, prévenir peut-être cette bronchodysplasie, en tout cas les formes sévères. Après, une diapo que je vous ai mis que j'aime bien, je ne vais pas commenter. Je vous ai dit que l'évaluation de la bronchodysplasie, c'était à terme. Les enfants, généralement, sont évalués à terme. S'ils sont nés à 6 mois, ils restent 3 à 4 mois à l'hôpital et ensuite ils rentrent à la maison. Et là, chez ces enfants qui finalement, pour les plus sévères, qui sont des insuffisants respiratoires chroniques, qui certes, dans la plupart des cas, vont guérir, ces enfants, il va falloir améliorer aussi le suivi à domicile, la ventilation sur un mode chronique. Et là, c'est très joli, c'est tendance, mais dans les faits,
c'est ce qu'on fait de mieux en mieux, c'est l'éducation thérapeutique et l'accompagnement, le home care de ces enfants. Et là aussi, je pense que techniquement, ça s'est amélioré. Les moyens de surveillance non invasifs se sont améliorés. Et là, les pédiatres ont un rôle à jouer assez important pour accompagner au mieux ces enfants et ces familles à la sortie de l'hôpital. Alors, pour conclure, le futur, je vous ai synthétisé un certain nombre d'éléments de réflexion. La première chose, c'est, je vous l'ai dit, 2018-2019, c'est on a enfin trouvé un consensus parce qu'il faut une définition unique, parce qu'il faut des études prospectives, parce qu'il faut qu'on ait des populations qui soient homogènes pour pouvoir avancer sur le plan thérapeutique. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est l'utilisation de biomarqueurs ou l'approche omique, c'est-à-dire la génomique, la protéomique et tout ça. Est-ce qu'il y aura dans le futur proche des indicateurs finalement après la naissance, mais des indicateurs précoces, donc des biomarqueurs qui pourraient phénotyper au mieux nos bronchodysplasiques et effectivement faire de la thérapeutique personnalisée et peut-être proposer selon les phénotypes et selon les biomarqueurs des thérapeutiques plus ciblées. Alors, beaucoup d'équipes travaillent sur le sujet, c'est extrêmement intéressant, mais ça reste encore du domaine de la recherche. Les approches thérapeutiques, c'est les études sur les corticoïdes inhalés, ça c'est important, les études d'administration plus douce du surfactant, ça c'est important, on les attend. Et alors, professeur Fan, merci, vous l'avez cité, il y a beaucoup de publications, en particulier en Corée et au Japon, sur l'utilisation des cellules totipotentes, donc des cellules mésenchymateuses progénitrices, qui sont des cellules qu'on retrouve dans la moelle épinière, mais qu'on retrouve aussi dans l'interstitium pulmonaire, donc ces fameuses stem cells, qui sont des cellules qui ont le pouvoir effectivement, et ça a été démontré que ce sont des cellules qui vont pouvoir, même en postnatal précoce, vont pouvoir participer à la réparation de cet échangeur entre l'alvéole et l'atteinte microvasculaire. Et ça, c'est des pistes relativement prometteuses. Et l'autre piste prometteuse, j'ai été assez surpris en lisant ces articles qui sont très, très pointus, et ça aussi, professeur Fan, vous en avez parlé, ce sont ces vésicules extracellulaires qui vont être riches en cytokines et en médiateurs et qui sont certainement encore plus intéressantes à utiliser parce qu'elles sont plus simples à produire, moins chères que des cellules progénitrices et il y a des études, si vous voulez, qui sont assez prometteuses pour le futur. La question est aux auditeurs. Merci Ron, merci à tous les trois pour vos trois présentations qui étaient très complémentaires. Et je me dis que probablement il aurait fallu, c'était vraiment une très bonne idée d'avoir cette overview sur le développement bronchopulmonaire normal, anormal, et voir effectivement ce qui existe chez le petit enfant. Parce que moi, je suis pneumologue adulte et grâce à Mike Fayon, j'ai vu arriver dans la filière adulte des jeunes justement qui avaient été soit des anciens prématurés, qui avaient une dysplasie bronchopulmonaire et qui arrivent à 17-18 ans parce que c'est le moment où finalement ils doivent quitter l'hôpital des enfants et on les prend en charge donc dans la filière adulte et même en ayant l'habitude des insuffisants respiratoires, on voit ces jeunes arriver avec un VEMS à moins de 30% ou entre 30 et 50% qui sont sévères, mais qui sont finalement habitués à leur handicap, qui ont parfois de la ventilation non invasive, et il va falloir les accompagner au mieux puisqu'ils sont jeunes, mais ils sont déjà insuffisants respiratoires sévères à très sévères. Alors, ils ont des traitements inhalés, on fait comme on fait d'habitude pour la prévention des infections avec les vaccinations, mais je trouve que vos présentations à tous les trois jettent un éclairage sur une maladie, je pense, qui est pas bien connue des pneumologues adultes,
sur effectivement la jeunesse de ces maladies que nous on va prendre en charge par la suite, tant en termes de transition adolescent âge adulte, mais aussi de prise en charge, parce qu'il faut faire en sorte qu'ils soient intégrés dans le milieu scolaire, au lycée, dans le milieu étudiant, et que eux déjà ils commencent leur vie d'adulte avec déjà une situation respiratoire qui est quand même fort diminuée. Donc, en tout cas, merci pour vos 3 présentations. C'est vrai que je trouve que l'adhésion à la ventilation non invasive n'est pas quelque chose de facile, même si on a fait des progrès au niveau du domicile, avec des parents qui sont aussi très présents parce qu'ils ont toujours accompagné leur enfant à l'hôpital pédiatrique en étant très présents. Et parfois, ils ont du mal à lâcher un petit peu le suivi. Ils accompagnent toujours leurs enfants, bien que les enfants soient adultes. Donc, merci beaucoup parce que je trouve que c'est un éclairage. Ça permet de voir un peu cette insuffisance respiratoire, cette BPCO de l'enfant ou de l'adolescent que nous, on voit, je trouve qu'on en voit quand même de plus en plus. Alors là, il y avait un biais de recrutement parce qu'il était envoyé principalement par Mike, mais je trouvais qu'on en avait quand même de plus. Et bien sûr, on insiste sur le fait qu'ils ne doivent jamais commencer à fumer, ni tabac, ni cannabis. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un éclairage qui est en tout cas très intéressant. La question, il a mentionné en une phrase, c'est que est-ce que tu considères que on parle beaucoup de de l'existence de early BPCO. Est-ce que tu penses que c'est un terme valide en ce qui concerne ces dysplasies ces enfants dysplasiques qui deviennent adultes? Est-ce que c'est ça? Ou bien tu penses que parce que quand on parle de la BPCO, bon, c'est une insulte à l'exposition au tabac. Pour la dysplasie, pour la obstruction bronchique en tout avec la dysplasie, ça fait différent. Je défends un peu l'idée, comme beaucoup, de pneumopédiatres, effectivement, sans vouloir mettre une étiquette péjorative. Je crois que ça reste une véritable bronchopneumopathie chronique obstructive de l'enfant, quand même, avec ses caractéristiques, avec ses altérations fonctionnelles non réversibles. Et moi, j'aime bien faire le distinguo parce que même en consultation de pneumopédiatrie, on nous envoie des enfants qui sifflent, qui sont asthmatiques et qui ne répondent pas au traitement. Et en fait, quand on creuse un tout petit peu, on voit des retards de croissance intra-utérins, des anciens prématurés ou des enfants. Je crois que tous les pneumopédiatres défendent un peu cette idée-là et tout ça. L'autre bémol, c'est qu'effectivement, si vous voulez, donc je le défends, oui, early COPD, je valide totalement, avec un potentiel de récupération si tenté effectivement, et vous l'avez très bien dit, qui ne se mettent pas à fumer, qui fassent pas n'importe quoi, qui gardent un bon statut nutritionnel, qui n'est pas les premières années d'HTAP, et ça, moi j'insiste particulièrement sur le dépistage de l'HTAP à ce moment-là, parce qu'on a parfois des surprises, et on a parfois des bonnes solutions thérapeutiques. Voilà, moi je défends cette idée. Après, c'est surtout pour imprimer en pédiatrie, vis-à-vis de nos collègues qui nous envoient des enfants, voilà, certes, tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme. Et cet enfant, bronchodysplasique, il faut pas le soigner, même si les anti-inflammatoires inhalés, c'est la pierre angulaire de notre traitement, mais ils sont pas. Moi, j'aime bien les distinguer parce qu'il y a des adaptations thérapeutiques et il y a des langages à tenir vis-à-vis des parents. Il y a des préventions qui sont différentes de la maladie asthmatique ou des sifflements post-viraux ou quels que soient les phénotypes. Pour moi, ça n'est pas simplement un nouveau phénotype de siffleur, c'est une maladie autonome, c'est vraiment une BPCO de l'enfant. Ouais, mais est-ce qu'il y a évidence qu'il y a une sénescence cellulaire à cet âge? Alors oui, j'ai écouté ton intervention avec intérêt parce que je me suis posé la même question. On s'est intéressé au télomère. Est-ce qu'il y aurait une génétique commune? Est-ce qu'on aurait une sénescence programmée prématurée chez ces enfants? Est-ce qu'il y a des facteurs effectivement voilà, moi je pense que tout ça, ce sont des pistes. Voilà, bon,
Quand on les prend en charge à la sortie de la période de réanimation, tout ça, oui, ils sont insuffisants respiratoires, ils sont loin d'être des happy wheezers parce qu'ils ont des difficultés de croissance. Oui, moi je pense que ce sont des enfants qui. J'ai beaucoup apprécié la démonstration que tu as faite. Parce que j'ai trouvé beaucoup de caractéristiques communes entre ces enfants-là et ton sujet sur la sénescence. En pédiatrie, on a toujours un potentiel de récupération. Et Mike l'a dit, je l'ai dit, on insiste, le potentiel de croissance alvéolaire maintenant dépasse 20 ans, donc on a de la marge. Ce sont des BPCO potentiellement réversibles si on fait attention. Mais ce sont des vrais BPCO. Merci pour tous les orateurs, pour tous les auditeurs. Nous sommes à la fin de cette séance et nous passons la parole aux amis Virgile et Rada. Merci.